Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la mondialisation. Alors, c'est un thème extrêmement important dans cette civilisation contemporaine, euh, puisqu'elle touche chacun d'entre nous. C'est un thème extrêmement important. Il faut le développer, il faut essayer de le comprendre, de l'analyser. Et puis surtout, la mondialisation a eu divers aspects dans l'histoire. Elle a eu sa propre évolution. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, les choses sont très mondialisées, entre guillemets. Et donc, il y a une compréhension à avoir au niveau de son évolution. Parce qu'elle a eu plusieurs étapes dans son histoire, bien évidemment. Alors, avant tout, historiquement, euh, ça caractérise les échanges dans la culture, le commerce entre les nations, mais aussi l'expression d'une volonté expansionniste des empires. Et ça peut poser un problème. Parce que les populations ne peuvent pas se déplacer, euh, elles subissent les invasions, et donc ça peut être problématique. Les échanges commerciaux, culturels sont toujours intéressants, mais finalement la guerre, c'est ce qui fait très mal hein, au niveau des empires. Historiquement, il y a eu un changement. Il y a eu un changement, il y a eu une évolution historique qui bouge vraiment les lignes au niveau des empires. Et ça change finalement l'histoire de l'humanité. Ça change de séquence finalement avec la révolution industrielle qui s'établit entre la Révolution française et la Première Guerre mondiale. C'est un marqueur important, hein, bien évidemment, concernant l'effondrement des empires, tout comme la colonisation qui a permis d'intégrer, de favoriser les transports financiers entre pays, justement. Transports financiers, transferts plutôt hein, financiers entre pays, ainsi que vers les colonies. Les migrations de population sont aussi plus importantes, car les coûts de transport diminuent, justement, hein, avec la généralisation de la machine à vapeur. Et c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui va permettre aux populations de se déplacer. Mais aussi la baisse du coût de communication avec le télégraphe. Les gens peuvent se déplacer, les gens peuvent communiquer entre eux. Donc, finalement, le système des empires change. Hein, et ça ne peut pas, c'est une situation qui ne peut pas durer au niveau des empires. Elles ne peuvent pas suivre, puisque les populations se déplacent, et donc euh, on sent un changement de système. On ne parle pas de mondialisation à cette époque-là, mais il y a un changement de système au niveau de la masse de population. Alors, le point que nous pouvons constater lors de cette séquence historique, qui marqua la chute finale des empires, est marquée par un attentat. Euh, c'est c'est quand même intéressant à noter parce que ça aussi, ça peut être quelque chose de nouveau. Mais bon, historiquement, il y a déjà eu une volonté de faire du mal à certains hauts dignitaires. C'est celui d'un jeune nationaliste serbe de Bosnie, Gavrilo Princip, à l'encontre de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, et de son épouse à Sarajevo le 28 juin 1914. Alors, euh, bien évidemment, cet acte marque une autre séquence après la révolution industrielle. Bien évidemment, la révolution industrielle aussi, ça peut être la production des armes en grande quantité, ça peut être plein d'autres choses aussi. Donc c'est pour ça que là, il y a une course aux armements, vraisemblablement, puisqu'il y a une volonté de vengeance de l'Autriche-Hongrie à l'encontre du royaume de Serbie, euh, qui mène à l'activation d'une série d'alliances qui obligèrent plusieurs puissances européennes à s'engager sur la voie de la guerre et malheureusement qui donnera lieu à la Première Guerre mondiale. Alors, bien évidemment, la Première Guerre mondiale, c'est catastrophique pour l'humanité. Mais a mis fin au système des empires. Il y a eu énormément de morts, c'est une grande catastrophe pour l'humanité. Et donc, la mondialisation
prend finalement une autre forme, car elle devient une idée prononcée pour la première fois par Pierre de Coubertin, c'est-à-dire que on l'exprime non pas comme une idée, mais elle est vraiment prononcée comme une vraie réflexion à développer, quelque chose à développer. Pierre de Coubertin, c'est le fondateur des Jeux Olympiques, et cette réflexion vise à réorganiser la vie internationale, notamment après la Première Guerre mondiale, parce qu'on s'est dit finalement, si on fait la guerre après un attentat, ça va pas le faire. C'est pas intéressant. Après un attentat, vengeance de l'autre État contre la personne qui m'a fait ça, l'humanité va pas progresser. Et donc, la Société des Nations, après le traité de Varsovie en 1919, qui est créée en 1920, qui vise justement à préserver la paix en Europe, est un des aboutissements de ces réflexions mondialistes. Mais cette idée est considérée comme un échec. Euh, avec l'Allemagne nazie, le Japon et l'Italie qui quittent cette société des nations. Mais la société des nations ne parvient pas à enrayer de nombreux conflits, comme la guerre civile espagnole, l'impérialisme japonais, l'agression de l'Italie contre l'Éthiopie et les menaces allemandes contre la Pologne. C'est-à-dire, un pays menace l'autre, l'autre a du mal à répliquer, des guerres civiles, des pays qui sont en défection. Et on verra plus tard que ces trois nations-là ont une autre idée derrière la tête. Puis elles ne disposent pas de forces armées, cette société des nations. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces désordres et ces problèmes. C'est donc avec toute logique que la progression mondialiste, cette réflexion, elle se heurte à la méfiance de nombreux États qui érigent alors d'importantes barrières douanières dans le but de protéger leur économie. Bien évidemment, puisque un pays agresse l'autre, etc., ça nuit aux échanges commerciaux, et donc il y a cette volonté de se protéger, d'avoir une politique protectorale et souverainiste. Alors, cette séquence d'entre-deux-guerres démontre des États réfractaires à la mondialisation, marqués justement par l'échec de la Société des Nations, qui n'a pas réussi à endiguer les nombreux conflits armés qui ont abouti à quelque chose de beaucoup plus grave. À partir du moment où vous n'enrayez pas tous ces conflits, eh bien, vous avez quelque chose de très mauvais qui s'annonce. Malheureusement, et c'est en l'occurrence la Seconde Guerre mondiale. N'oublions pas la crise économique en 1929, bien évidemment. Cette guerre mondiale a opposé deux camps. Les Alliés d'un côté et l'Axe de l'autre. L'Axe, ce sont ces trois pays qui ont quitté la Société des Nations, justement, et qui avaient préparé quelque chose. Et avec le développement industriel, il y a une course aux armements encore plus dangereuse, encore plus intense. Et donc, après cette terrifiante Seconde Guerre mondiale, le processus de mondialisation se relance. Pourquoi elle se relance? Justement parce que les États sont détruits. Et donc, les États cherchent des aides un peu partout pour être reconstruits. Et c'est là où la mondialisation prend une autre forme.
elle, elle a une réflexion plus aboutie au niveau productoral. Euh, et donc, elle se relance avec l'effort de reconstruction de l'Europe et surtout la création d'organisations internationales plus abouties, justement. Euh, comme l'ONU, qui a cette fois-ci une force armée, l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale, justement, économiquement, servir les États, les aider, et le Fonds monétaire international, justement, aussi, on peut combiner ces deux choses-là. Ce processus s'articule sur le grand vainqueur au sein des Alliés. Au sein des Alliés, en l'occurrence, ce sont les États-Unis, bien évidemment. Euh, Après, cette victoire, il dispose des fonds nécessaires pour diffuser sa culture, puisque les autres États, bah, ils doivent être reconstruits, donc ils ne peuvent pas diffuser la culture comme à une certaine époque. Donc, ce sont les États-Unis qui diffusent leur culture cinématographique notamment. Euh, mais aussi le développement spatial qui sont mis en concurrence aussi avec la Russie, hein, qui est l'autre grand vainqueur des Alliés. Il y a aussi la guerre froide, hein, malheureusement, qui marqua cette époque. Alors, la mondialisation, voilà, elle progresse, elle est là, elle ne propose pas d'évolution majeure jusqu'au début des années 90. L'invention majeure, justement, qui pérennise, qui la redynamise, c'est la mise en place d'Internet pour la société civile, hein, et donc plus seulement utilisée par les armées. Maintenant, tout le monde peut utiliser Internet. Cette révolution numérique, elle est équivalente à la révolution industrielle, hein, bien évidemment, un siècle plus tôt. Alors, elle est d'autant plus renforcée par les accords internationaux négociés en 1995 dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, créée la même année. C'est quand même assez rapide. On crée l'Organisation mondiale du commerce, et puis la même année, on fait des accords internationaux de, de commerce qui valident, hein, la déréglementation par laquelle les multinationales, hein, voilà, dissocient désormais le lieu, hein, de conception d'un produit et le lieu de fabrication. Cet accord-là va faire apparaître une autre séquence historique. C'est celle des délocalisations. Et donc là, les choses vont un peu plus compliquées. Au niveau de la mondialisation, là, on voit bien que la mondialisation, elle prend une autre forme. Parce qu'elle a commencé à stagner avec la guerre froide, cette séquence. Donc là, elle se relance. Elle se relance avec Internet et la déréglementation des multinationales qui peuvent dissocier le lieu de production et le lieu de conception d'un produit et le lieu de fabrication. Et donc là, on va vers une autre séquence historique, bien évidemment. Alors, justement, avec ces deux choses-là extrêmement importantes, la mondialisation prend vraiment une autre forme là, elle prend beaucoup plus d'envergure. C'est celui d'avoir un objectif, un véritable objectif, celui d'imposer un État mondial. Bien évidemment, c'est ce qui ressort. Alors, l'histoire nous démontre, hein, bien évidemment, avec la destruction du pluralisme empirique, avec la révolution industrielle, hein, tout en ayant une réflexion plus aboutie, hein, notamment après la Seconde Guerre mondiale, pour regagner la confiance des États, pour imposer qu'un seul
État empire, en l'occurrence les États-Unis. Bien évidemment, on a bien vu que cet État-là, depuis la Seconde Guerre mondiale, est un État empire. C'est évident. Euh, alors, mais je veux faire un petit focus parce que dans mon raisonnement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que je parle de mondialisation, je parle de réflexion, j'ai parlé de Pierre de Coubertin et j'ai plus parlé de personne par rapport à la mondialisation. Comme si c'était une réflexion que personne n'avait. Mais il y a bien une volonté, il y a bien quelque chose qui progresse, il y a bien une progression dans un domaine. Mais en réalité, au niveau de la mondialisation et de sa mise en place d'un État mondial, il y a énormément de manque d'informations. Énormément de manque d'informations. Alors, il peut y avoir des sociétés un peu privées qui mènent des réflexions, peu importe, mais on n'a pas de réflexion par rapport à ça. Il n'y a pas d'informations extrêmement solides. C'est un peu éparpillé partout, comme Internet, une grande toile, un système tentaculaire qui nous échappe. C'est extrêmement important, c'est quelque chose qui nous échappe, la mondialisation, dans son mécanisme historique. Ça, c'est une évidence. Il y a un autre tournant au niveau de la mondialisation qui me donne un peu plus d'arguments par rapport à cette vision d'un État mondial. C'est-à-dire que les États-Unis sont contestés, ça c'est un autre tournant dans l'histoire, sont contestés en tant qu'État empire, depuis la guerre froide justement. Mais aussi par des extrémistes religieux. Et là, on rentre dans une autre séquence historique. Après Internet et la déréglementation, pour la fluidité malheureuse, hein, si j'ose dire, des multinationales, eh bien, on a une autre séquence qui apparaît, puisque les États-Unis sont attaqués le 11 septembre 2001. L'effondrement économique, le symbole et la destruction de la puissance étatique caractérisent cet attentat sur le World Trade Center. Mais dans la réflexion du 11 septembre, là aussi, hein, on a beaucoup de zones d'ombre, bien évidemment. C'est lié, hein, cette séquence du 11 septembre est liée à la mondialisation, bien évidemment. Est liée à cet état mondial. Le World Trade Center signifie le monde, le commerce du monde. C'est ça qui est attaqué. Et les États-Unis, c'est un État, mais la question, c'est de savoir est-ce que c'est finalement cet État-là qui sera dirigeant de l'État mondial qui est en train de se mettre en place, qu'on voit tous, qui est en train de se mettre en place, on le voit tous, bien évidemment. Et donc, il y a une réflexion à avoir parce que là, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, puisque là, il y a eu une crise économique extrêmement forte, bien évidemment, après cette attaque. Le phénomène, justement, de globalisme s'accentue là. Là, il y a une accélération depuis la crise économique, en 2001. Il y a eu l'apparition de l'euro, hein, voté à Maastricht en 1992, mais les gens ont voté, oui, c'est bien, parce qu'il y a un phénomène de protection depuis la Seconde Guerre mondiale. Les États se sont protégés avec ce phénomène d'inter-État. Ils se sentent bien. Et donc l'euro, hein, valide ce bien-être des États, notamment avec cette monnaie unique, l'euro. Il y a beaucoup de pays hein, qui n'ont pas l'euro, la Suisse notamment, l'Angleterre n'ont pas cette monnaie. C'est plus la France et l'Allemagne qui veut se redynamiser, hein, si j'ose dire. Ça fait partie aussi de la mondialisation. Et surtout, on a une accélération et l'intensification des délocalisations, malheureusement. Et puis, nous l'avons constaté lors de la chute de la banque américaine Lehman Brothers. Justement,
à cause de cette déréglementation des multinationales, les choses se sont extrêmement compliquées. Il y a une désertification industrielle terrible. Et la chute américaine, la chute de la banque américaine Lehman Brothers confirme que le flux des capitaux n'est pas forcément une bonne chose. Mais bon, ça a conduit la chute de cette banque a conduit à une crise sans précédent. Et là, les délocalisations, les licenciements massifs ont commencé, et c'est là justement où on doit avoir cette réflexion, parce qu'il y a bien évidemment quelque chose qui ne va pas. Alors, cette déréglementation a des effets très négatifs sur le marché du travail, bien évidemment, euh, car les entreprises chercheront à faire beaucoup plus de profit en trouvant un lieu où le coût du travail est moins élevé. C'est-à-dire un temps de travail augmenté tout en réduisant les salaires et les charges sociales, bien évidemment. Il y a les États qui proposent ça par rapport aux États occidentaux, si j'ose dire. Cela met en rivalité, donc finalement, en direct, tous les salariés du monde. C'est depuis la crise de 2008, là, on est dans quelque chose de jamais vu. Tous les salariés du monde en concurrence. Euh, donc, les entreprises, finalement, il y a des conséquences. Hein, elles ne prennent pas en compte, euh, bien évidemment, l'avenir des travailleurs, euh, et puis surtout les dégâts, l'impact qu'elle peut causer dans ces secteurs, notamment ces sous-traitants, qui voient leur carnet de commandes, hein, finalement, diminuer et se vider. Et finalement, ça provoque une réaction en chaîne au niveau des licenciements. Euh, avec cette logique de main-d'œuvre bon marché, la mondialisation favorise donc les pays émergents, hein, bien évidemment, comme la Chine, le Brésil, l'Inde, et aussi les pays de l'Europe de l'Est, euh, qui ont un coût de travail moins élevé que les pays occidentaux. Euh, Ce qui est paradoxal aussi à noter, c'est que les capitalistes occidentaux sont en train de transformer la Chine en superpuissance. Alors que c'est la dernière grande dictature communiste. C'est quand même intéressant. On ne dit pas tout sur la crise de 2008. Euh, alors, euh, finalement, il y a quand même une réflexion à avoir sur cette crise de 2008 et où elle peut aboutir. Parce que, avec ce paradoxe, il y a vraiment un vrai problème. Les Occidentaux capitalistes ne vont pas investir massivement en Chine s'il n'y a pas un problème plus grave que la crise de 2008, comme si on l'oubliait, hein, et les choses s'améliorent. Les choses ne s'améliorent pas, malheureusement, puisqu'il y a une réaction en chaîne des licenciements. C'est impossible. Les choses, malheureusement, vont de mal en pis, bien évidemment. Là, et donc, on constate une désertification industrielle en Occident, ce qui interpelle les populations, bien évidemment, hein, puisqu'elles le vivent, elles le ressentent, elles sont excédées par cette situation. Ils s'expriment massivement au niveau des urnes euh, en faveur d'une politique protectorale et souverainiste, notamment aux États-Unis, hein, avec Trump. Euh, Cette vision mondialiste entraîne de nombreux risques, hein, bien évidemment, pour l'économie mondiale. On l'a bien vu avec les crises économiques, boursières. Ça peut aussi aller jusqu'à un effondrement du système généralisé à l'ensemble de la planète. Alors bien évidemment, personne ne souhaite un effondrement généralisé, mais ça va être compliqué, hein,
en Occident. Si les gens n'ont plus de travail, ça va être extrêmement compliqué. Le globalisme aussi provoque un affaiblissement environnemental, puisque depuis la révolution industrielle, justement, hein, avec Internet, justement, la révolution industrielle ressemble un peu à Internet, finalement. Hein. C'est deux choses qui peuvent s'analyser de la même manière, justement, avec une logique de, de développement hein, et d'interaction hein, entre les personnes. Elle génère une intensification bien évidemment des transports, l'augmentation de la pollution hein, en CO2, ce qui est un facteur aggravant. C'est quand même très bien. Alors, pour conclure, hein, sur la mondialisation, c'est quand même, il s'est passé quand même beaucoup de choses dans l'histoire et la mondialisation a énormément changé de forme. Alors, elle a provoqué, depuis les années 90, des dégâts considérables sur le plan économique, avec les crises bancaires des États, et des États largement dépendants de celles-ci finalement. Puisque les États sont endettés, une dette absolument abyssale. Et donc, elles sont dépendantes des banques. Et donc, ce sont les banques qui contrôlent les États, malheureusement. Et donc, les États n'ont plus de puissance. Elles avaient confiance envers un système inter-État de mondialisation. Et puis là, malheureusement, elles sont embourbées dans une situation compliquée à cause du nombre de chômeurs qui augmente toujours plus. Et donc, elles doivent indemniser ces chômeurs sur un laps de temps, mais elles doivent les indemniser quand même. Et donc, elles creusent leur dette plus profond des abysses. Et cette combinaison dans l'aggravation de tous ces problèmes peuvent aboutir à quelque chose de beaucoup plus grave. Et ça, dans l'histoire de l'humanité, on l'a déjà connu. Et donc, il faut faire très attention. Quand des États creusent et qu'elles sont dépendantes, là, on sent plus la chute des États qu'autre chose. Avec la révolution industrielle, on a senti la chute des empires. Mais là, on sent quand même la chute des États arriver. Quand même la chute des États. Et ça semble être malheureusement inéluctable. Ça va être extrêmement compliqué que les États, nous-mêmes, nous sommes tous dépendants des banques. C'est quand même assez incroyable. Et donc, si les banques sont en difficulté, eh bien, ça va être compliqué. Alors, nous avons aussi un procédé qui s'appelle le quantitative easing, c'est-à-dire le procédé de fabrication de monnaie sans la valeur de sa production, c'est-à-dire qu'elle est créée à partir de rien. On l'imprime, comme sur une imprimante. C'est ce que font les banques centrales, malheureusement, pour renflouer les banques, puisque les États sont demandeurs d'argent. Depuis la crise de 2008, est-ce que cela va-t-il continuer ainsi? Est-ce que cela ne va pas vers quelque chose de beaucoup plus grave? Est-ce que nous ne devons pas nous prévenir nous-mêmes? C'est-à-dire avoir un stock d'or, avoir quelque chose de solide et non pas quelque chose de virtuel, quelque chose de solide, quelque chose de concret comme de l'or ou de l'argent. C'est cela, il faut mieux vaut prévenir que guérir, parce qu'effectivement, la situation est très dramatique. Et donc, on sent l'effondrement arriver, notamment avec le 11 septembre. Il y a un effondrement économique, il y a un effondrement du monde, du système du monde commercial. Et il faut se prévenir. Alors, bien évidemment, j'invite tous et toutes à avoir quand même ce stock économique avant quelque chose de beaucoup plus grave qui peuvent mettre définitivement en danger les banques. Bien évidemment,
n'est pas souhaitable. Mais plus on avance dans le temps et malheureusement, plus les choses euh, vont dans ce sens, malheureusement. Voulons-nous cela pour notre avenir? Prévenons-nous, il vaut mieux. Je vous remercie de m'avoir suivi.